Madame la Présidente du Conseil d'État, Madame l'ancienne Présidente de la Confédération suisse, chères étudiantes, chers étudiants, Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement heureux de vous accueillir pour cette 8e édition de la Semaine des droits humains qui se tient entièrement en ligne cette année. Créée en 2013 sous l'impulsion et la présidence de Madame Micheline Calmiret, la semaine s'est inscrite comme un rendez-vous annuel qui offre une multitude d'espaces de dialogue et de réflexion sur le thème des droits humains. Il était primordial pour nous de maintenir cette semaine des droits humains parce que nous sommes convaincus que dans un monde en crise comme nous le sommes, les droits humains constituent plus que jamais une boussole qui doit nous guider à travers les méandres de cette pandémie qui affecte aujourd'hui le monde entier, mais de manière très inégale. Nous traversons une crise qui secoue durement nos repères, nos habitudes et nos liens. Elle vient par ailleurs s'ajouter aux autres crises auxquelles l'humanité fait face, telles que la crise climatique, les crises économiques et l'insécurité alimentaire qui poussent femmes, hommes et enfants à quitter leur foyer et leur famille pour aller chercher une vie meilleure ailleurs, et ceci souvent au péril de leur vie. Les inégalités ne sont évidemment pas apparues avec la pandémie, mais la pandémie les exacerbe. La crise sanitaire, les risques et les mesures qu'elle entraîne aggravent les situations des plus fragiles et des plus démunis de notre société. Il est donc aujourd'hui plus que jamais primordial de donner la parole à celles et ceux qui œuvrent pour leur porter secours. Mais la crise que nous traversons, en changeant nos priorités, favorise également la solidarité. Ainsi, nous avons vu germer dans la société et dans notre université des initiatives de toutes sortes, de la part des étudiantes et étudiants, ainsi que des collaboratrices et collaborateurs pour aider celles et ceux qui sont dans le besoin. Je parle aujourd'hui malheureusement devant une salle vide. Il est certes difficile d'organiser des manifestations qui ont pour but de précisément réunir le public pour débattre et pour partager. Mais il est important de maintenir ce dialogue, malgré les distances qui nous séparent. Là aussi, la crise nous pousse à innover, à chercher d'autres moyens pour garder le contact avec la cité. À l'instar d'autres festivals durement touchés par la crise, nous prenons un autre chemin pour vous permettre, à vous qui nous regardez depuis chez vous, de continuer à écouter, à débattre et vous investir pour des causes et des thématiques aussi importantes que les droits humains. Nous avons perdu le contact direct, mais nous espérons gagner en impact en rendant accessibles à un plus grand nombre les débats qui se tiendront durant toute cette semaine à l'Université de Genève. C'est pour toutes ces raisons que nous avons tenu à maintenir cette manifestation importante qui, 5 jours durant, verront des associations, des philosophes, des juristes, des écrivains, des écrivaines à hauteur et partager avec le public en ligne leurs idées, leurs combats et leurs vécus. Je vous souhaite à toutes et à tous qui nous suivez à distance une semaine riche en réflexions, en propositions et en innovations. Prenez soin de vous et de toutes celles et ceux qui vous sont chers. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Madame Micheline Calmiret. Madame la Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Recteur, Mesdames et Messieurs, c'est en tant que Présidente du Comité d'organisation de la Semaine des droits humains que me revient l'honneur, aux côtés de Yves Flückiger, recteur de l'Université de Genève, et de Anne-Emery Toracinta, présidente du Conseil d'État du canton de Genève, de vous accueillir ce soir. L'Université de Genève organise des journées d'automne consacrées aux droits humains depuis 2013, en partenariat avec le département fédéral des affaires étrangères, le canton de Genève, l'Académie du droit international humanitaire et des droits humains, le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Et je tiens ici à remercier de tout cœur le recteur de l'Université de Genève pour le soutien apporté à l'organisation de cette semaine, soutien financier, mais aussi soutien en termes d'engagement. Permettez-moi de remercier encore le canton de Genève, présent à nos côtés depuis 8 ans, mettant ainsi en évidence le rôle de Genève dans la genèse et la mise en œuvre des droits humains fondamentaux. Enfin, je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à nos partenaires, SOS Méditerranée, les Créatives, Forhaus, et aussi aux associations d'étudiants et d'étudiantes qui sont motivés, engagés et sans qui ces journées ne pourraient être aussi riches et diverses en échanges et en événements. Mesdames et messieurs, depuis toujours,
nous nous efforçons d'inscrire cette semaine dans un contexte international et pluridisciplinaire. Cette année, nous nous penchons plus particulièrement sur les crises qui s'additionnent. Crise sanitaire. La pandémie du coronavirus a fait au moins 3 360 914 morts dans le monde, selon un bilan établi vendredi dernier à 12 heures. L'activité économique est réduite. Le chômage, la précarité, les inégalités augmentent. Crise migratoire aussi. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, le naufrage d'un navire au large de la Libye en mars 2020 fait passer à 20 000 le nombre de décès de migrants et de migrantes et de réfugiés en Méditerranée depuis 2014. Quand commence l'intolérable? Et quelle est la responsabilité des États? Les instruments dont dispose la communauté internationale sont-ils efficaces? Garantissent-ils l'accès aux soins des migrants et des migrantes? Les protègent-ils contre les détentions arbitraires, les mauvais traitements, les expulsions massives? Car les migrants ont des droits. Ils ne sont pas exclus de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Crise climatique aussi. Les droits humains sont menacés par le changement climatique et par les atteintes à l'environnement. Par exemple, à Cerro de Pasco, au Pérou, l'air et l'eau sont empoisonnés aux métaux lourds. Une mine gigantesque en est responsable. La mine produit aux coûts les plus faibles de l'ensemble de la branche. La santé de la population sur place en fait les frais, mais elle entraîne une pollution de l'environnement extrême en raison du plomb, de l'arsenic et de nombreux autres métaux lourds. L'air, les sols, l'eau, tout est contaminé. L'espérance de vie des habitants et des habitantes est de 5 ans plus faible que dans d'autres villes du Pérou. Les conséquences de l'empoisonnement au plomb sont particulièrement graves pour les enfants. Anémie, handicap, paralysie et mortalité infantile élevée. Mesdames et messieurs, de grands efforts ont été accomplis en 20 ans avec la mise en œuvre de mécanismes pour juger et sanctionner les auteurs des violations des droits humains. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, le Conseil des droits de l'homme avec son examen périodique universel et des juridictions compétentes comme la Cour pénale internationale, la Cour européenne des droits de l'homme par exemple. Mais ce qu'on voit en définitive, c'est que malheureusement, l'existence d'obligations juridiques n'emporte pas forcément qu'elles soient toujours respectées. Plus de 70 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la concrétisation de ces droits dans le monde forme un tableau contrasté. Ce soir, nous ouvrons le débat en portant le regard sur différents aspects du respect de la dignité humaine. Les données personnelles avec Paul-Olivier Dehaye. Il œuvre à rendre les droits à la protection des données personnelles effectifs et collectivement utiles. Le racisme institutionnel avec Rokhaya Diallo, journaliste française, autrice, réalisatrice, reconnue pour son travail contre la discrimination raciale, de genre et religieuse. Avec G.R. Ilham, elle témoignera de l'arrestation de son père, de ses efforts pour le libérer et de son engagement en faveur des droits des Ouïghours. Elle parlera également des camps de rééducation du Xinjiang. Enfin, Ladkar Boumedienne, responsable humanitaire du Croissant-Rouge, emprisonné en 2002 à Guantanamo, déclaré innocent et libéré en 2009. Il dénonce les traitements injustes et inhumains subis durant sa détention et met en question l'existence de prisonniers politiques. Mesdames et messieurs, je vous souhaite nombreux et nombreuses à participer à ce premier échange de notre Semaine des droits humains et avec plaisir, je passe la parole à la présidente du Conseil d'État du canton de Genève, Anne-Emery Torasnata. Merci de votre attention. Madame l'ancienne présidente de la Confédération, Monsieur le recteur, chères étudiantes et chers étudiants, Mesdames et Messieurs, laissez-moi vous dire tout d'abord en préambule combien le Conseil d'État est honoré d'être associé à ce magnifique événement qu'est la Semaine des droits humains. J'en profite également pour remercier chaleureusement les organisateurs ainsi que vous toutes et tous qui prenez le temps de nous regarder et d'assister virtuellement à cette séance d'inauguration. Le 10 décembre 1948, sur les ruines encore fumantes de la Seconde Guerre mondiale, les Nations unies ont fait une promesse. Elles ont adopté la Déclaration universelle des droits de l'homme.
il vaut toujours la peine de se replonger dans le texte et d'en relire certains passages. Son article 1er rappelle que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Son article 2 souligne que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion. Si la Déclaration des droits de l'homme reste l'un des héritages majeurs du XXe siècle, et si des progrès ont certes été enregistrés, 70 ans plus tard, le chemin à parcourir reste encore long. Bien sûr, il est rassurant de se focaliser sur certains exemples lointains, de se scandaliser par exemple sur la mort de George Floyd, tué par un policier aux États-Unis l'été dernier, et de penser ou dire haut et fort « Black Lives Matter ». Mais ici aussi, chaque année, la Commission fédérale contre le racisme souligne que le racisme anti-noir est une réalité. Ces rapports détaillent par le menu les préjudices subis, attaques physiques ou verbales, mise à l'écart, difficultés d'accès à l'emploi, au logement, à la justice, profilage racial. Oui, ici aussi, les délits de faciès, autrement dit le risque de se faire contrôler uniquement en raison de sa couleur de peau, existent. Oui, ici aussi, une famille a vu son bail résilié après que les voisins ont proféré des accusations mensongères et traité les enfants de chimpanzés. Oui, ici aussi, un chef de cuisine a longuement dénigré son employé en l'appelant le taliban, refusant de le nommer par son prénom. Je veux donc penser ce soir à toutes celles et tous ceux qui subissent, ici, chez nous, des discriminations en raison de leur couleur de peau, de leur origine, de leur religion, de leur genre ou de leur orientation sexuelle. Le chemin reste long, mais nous pouvons contribuer à sensibiliser à l'importance de se mettre dans la peau de l'autre, à la nécessité de penser au-delà de sa bulle, de son quartier, de sa ville, de son pays. Nous pouvons sensibiliser à la dangerosité du nationalisme, à la nécessité de penser au-delà de ses propres codes de référence. Nous pouvons sensibiliser à la fausse image donnée par les réseaux sociaux qui subtilisent des données personnelles pour mieux nous offrir un miroir parfait grâce au travail des algorithmes, sans nous soumettre des points de vue qui pourraient nous faire réfléchir, nous confronter, nous froisser. Faire avancer les questions de discrimination, ce n'est pas seulement une question légale, c'est une question éthique et c'est aussi un combat contre la peur de l'autre. Plusieurs témoins de grande qualité évoqueront tout à l'heure certains combats qui, aujourd'hui encore, exigent de nous tous un engagement sans faille. Des discriminations ethniques à la protection des données personnelles, des emprisonnements politiques au racisme institutionnel. C'est dire combien l'engagement personnel de chacune et chacun est essentiel. En 1948, quelques semaines avant l'adoption de la Déclaration des droits de l'homme, dans un discours sur les droits humains prononcé à la Sorbonne, Eleanor Roosevelt a eu ces mots magnifiques. « Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves. » Il nous appartient donc à toutes et à tous, mesdames et messieurs, de dessiner le monde de demain et de construire celui que nous voulons laisser à nos enfants et petits-enfants. Malgré les défis qui se posent à la gouvernance globale et au multilatéralisme, le gouvernement genevois est donc déterminé à ce que Genève soit la ville de la paix et du droit international, la ville du développement durable et des droits humains. Une vie où toutes les vies humaines sont égales. Car ce ne sont pas les différences, la haine et le conflit qui doivent définir nos relations, mais bien la paix et la coopération. Je vous remercie donc pour votre attention et vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine sous le signe des droits humains. Merci la présidente du Conseil d'État, Monsieur le recteur, Madame la présidente de la Semaine des droits humains. Moi, je m'appelle Léa Farida Studer et j'ai le grand plaisir de vous présenter notre première intervenante de ce soir, Madame Jawher Ilham. Mais tout d'abord, je vous informer que vous pouvez poser des questions en utilisant le lien que vous trouvez ci-dessus de votre écran de la projection de cet événement. Là, vous pouvez cliquer et il y a une autre page web qui s'ouvre de Mentimeter. Voilà, c'est tout. Alors, je vais passer maintenant en anglais. So, good evening, everyone. I have the great honor of welcoming our first guest all the way from Washington, D.C., Mrs. Jawher Ilham.
Ms. Ilham is a political science graduate. She's an Uyghur human rights activist, but she's particularly known for being the daughter of the well-renowned Uyghur professor Tohti Ilham, who has been imprisoned and sentenced for life in 2014 by the Chinese government. In her fight to free her father, Ms. Ilham has testified in front of the US Congressional Executive Committee on China, and she has also met several state officials, including President Trump in 2019. Ms. Ilham, thank you so much for being here tonight. I don't know, can you hear me? Yes. Thank you very much for having me. It's an honor to be here. I wish I speak French, and I wish I could use your beautiful language to be present in this event. Yeah. Well, English is fine. I guess everyone understands English. So during our preparation for this evening, you've told me that advocating on behalf of your father is the most important task for you. Could you please tell me who he is and when it was the last time that you've seen him? My father, Ilham Tohti, he has many unique identities. For me, he's just simply a father. But for a lot of other people, he has other identities, like a well-known economics professor. He is the founder of the website Uyghur.com, and lots of people call him a human rights activist. But for me, he's just a father, and for the past few years, I have been trying everything I can to get him released. So far, I haven't had the luck to get him released from the prison in China, but I'm still working towards that goal. Beside that goal, I have one more goal, which is to help release so many parents of Uyghur daughters and sons just like me. I hope one day they can be reunited with their families, just like what I hope for right now. Thank you very much. We're going to talk about the general situation of the Uyghurs in Xinjiang a little bit afterwards. Now, when was the last time that you've seen your father, and under what kind of circumstances was that? The last time I saw my father was I remember that date exactly, which is February 2nd, 2013. It was at the Beijing International Airport. My father and I were on our way to the United States together. He was to be a visiting scholar at Indiana University, where I went to college. He was stopped at the airport and prevented from leaving the country. I was planning to just stay in the United States for 2 to 3 weeks to help my father settle down. I was a teenager back then, but I'm still here, and I never left. And I'm on the other side of the world, away from my father, away from my family. And that was the last time I saw my father. The last time I heard anything from my father, was 2017. And that was a time where family visiting rights were taken away from my family. None of my family members are able to be in prison. We don't know if he's still being held in the same prison, or if he has been transferred to a camp, to a labor factory, or we don't even know if he's still alive. Yeah, so you said he was taken away. Do you know under what kind of circumstances, on what kind of charges that was? Why were you able to travel and he had to stay at home, or with the Chinese government? The reason I believe I was able to travel was because I was a teenager and I appeared to have no threat to the Chinese government. And based on my visa status at that point, I was supposed to be sent back to China anyways. So government officials might thought there will be no harm from come to the United States. The reason my father was arrested at the airport was the government never wanted my father to leave the country because
my father's reputation, not only inside of China, but also outside of China. He's a renowned scholar and economist, and he is a renowned Uyghur human rights activist. I feel like his identity made it, the government might find it so threatening to them. When he was arrested at our apartment in Beijing, the government didn't leave any notification or announcements of why he was detained or arrested. But after a few months after my testimony at the Congressional Executive Commission on China, finally, the policeman released an announcement and saying the reason they arrested my father was for separatism-related accusations, and my father was under suspicion of being an extremist, someone who advocates for violence. But as I mentioned earlier, my father was a scholar, the founder of a website, a Uyghur human rights activist, and all he was trying to do was advocating respect for religious and cultural belief, fostering dialogue between the Han Chinese and the Uyghur people, and also advocating for equal opportunities for the Uyghur people and other minorities to be able to pursue their dreams and the things that actually motivate them, which is, for example, having equal job opportunities, having equal education system, having enough hospitals built in the Uyghur region. Those were the things that he proposed. But for that, he was sentenced to life on separatism-related charges. But he had never advocated for separatism, never advocated for extremism. He is not someone who advocates for violence. In fact, he's just a kind, warm-hearted, honest, and brave man. Thank you very much. So you were also saying that he was advocating for building hospitals, especially in the province of Xinjiang. Now, with the current pandemic that we're going through, do you know anything about how much hit the region was, how hard it was hit? So the country of China had long-term reputation of information blocks. It has been really difficult to get information out from the region since everything is censored. Just posting anything about Winnie the Pooh is going to be censored in China because of in Western news outlets they had compared Winnie the Pooh look like the president of China. Information like those are not even considered sensitive, politically sensitive, can be censored out. So other types of actually sensitive information like COVID situation in the region, concentration camps, forced labor camps, information like those are heavily censored. But according to the news report that was released a few weeks ago, there were a outbreak in one of the factory in the Uyghur region, which was investigated and found to be one of the forced labor factories that was built in early 2018. And that's very concerning to me because as far as now, I don't know what is the current situation of my father. I don't know if he has been transferred to a camp or to a forced labor factory like this, and I'm really concerned for his safety and for his health. Yeah. So you mentioned the forced labor, you mentioned the official re-education camps. This summer we also were able to read a lot about them, a lot of articles on the medias. Could you tell us a little bit more about what you know about these re-education camps? Because you're currently working on a documentary film called Static and Noise, if I'm not mistaken, and you have interviewed several ex-prisoners. What do they tell you? As many of you may already know,
over the last few years, it is estimated by researchers and experts that there are over 1 to 1.8 million Uyghurs and members of other predominantly Muslim minorities such as Kazakh and Kyrgyz people have been sent to re-education camps or forced labor centers. A lot of people argue this is not true. How do you get the numbers? But in fact, the Chinese government themselves just proved it a few weeks ago. The recently State Council Information Office of China released a white paper stating that since 2014, there are 1.29 million people per year passing through vocational training centers. And this vocational training centers is just one of the many terms the Chinese government uses to justify their order, which this, I believe, it constitutes the largest mass detention of an ethno-religious community since World War II. And according to my investigation with and the testimonies that I have collected during the filming process, there are many human rights abuses that is happening in the Uyghur region. For example, it includes the government has performed forced birth control, forced sterilization, and destruction of architecture, family separation, pervasive surveillance, and also widespread arbitrary detention, political indoctrination. All of those were included in the testimonies that we have gathered from those previous camp survivors or family members of people who have been to the camps. And it is just really heartbreaking to listen to those stories. We're hoping to release this film this coming spring. And I believe the images we have, the testimonies, the stories we have in the film, it's really heartbreaking. Anyone, doesn't matter what is your cultural background, which country you're from, what is your gender, it doesn't matter, because we're open, and I know those stories will touch everybody's heart. We're very much looking forward to the releasing of your documentary film. I do now have a question from our viewers, and this person is asking, how do you assess that today a majority of Islamic states, in which Muslims are the majority, praise Chinese anti-terrorist separatism policies? Sorry, could you repeat your question? I'm not sure if I understood it. So what is your opinion about that a lot of countries that have their population majority is Islamic, but they're supporting the Chinese government. So their government is supporting the Chinese government even if the majority of their country is Islamic. What is your opinion about this? Sure, I would like to briefly touch on that. There are many reasons why the Uyghur people are targeted, first of all. One of the reasons, it's because of its geopolitical location. The Uyghur region is home to some of the most important elements of the Belt and Road Initiative, which is China's flagship trade project. And the Belt and Road Initiative went into effect in 2013, aims to link Beijing, China with more than 100 countries around the world via railroads, gas pipelines, shipping lanes, and other infrastructure projects. So a lot of the Muslim countries are included in the Belt and Road Initiative projects, which China provides great financial support to those countries. And I believe this could play a big part. And which I do understand financial reasons could be a big part, but I understand doesn't mean I accept it, and it doesn't make it right to do so. For the year of 2019, there were 37 countries that signed letters to support what if I remember correctly, it was 37. Correct me if I'm wrong, but
sign letters to support what China has been doing to the Uyghur people in the Uyghur region, and from this year, there were newly updated list of countries that supports China, and I saw a lot of Muslim countries have withdrawn their signature, and I see that a great step, because in my perspective, what my father taught me is it is okay to make mistakes. We're not perfect. Everybody make mistakes, but it is never too late to fix your mistakes. And I consider signing letters to support China on human rights abuses in the Uyghur region. It is considered as a mistake. And I'm looking forward to more countries, just like Qatar and Algeria, to withdraw their signatures. And I would like to clap for those countries that actually withdraw their actions. Good for you guys. And if anyone from those countries listening to it, I would like to say thank you. And we look forward to more countries to fix their mistakes. And doesn't matter if we're believing in Islam, Christianity, if we're Buddhists, or it doesn't matter which religion background we have. As I said, we're all human beings. We're all in this. And there's one famous saying that I copied online: injustice anywhere is a threat to justice everywhere. This is also a reason why we're having this event tonight. So we're running out of time, unfortunately, already. Is there anything else that you would like to share, like 1 or 2 sentences with our audience? Yes, I would like to share a call to action statement, which is please, if you have a moment, please take a look at enduyghurforcedlabor.com. This website, it's a website for a coalition to end Uyghur forced labor. It includes information such as how you can help Uyghur forced labor situation, what has been done, what can be done, and what are the brands and corporates that are involved in forced labor, and it provides specific steps for brands and corporates to avoid from being complicit in their region. And I hope if you're from a organization, please endorse this call to action. There are over 300 endorsers from all around the globe for this coalition, and individuals, you can also learn strategies on how you can advocate for this cause, and that's something I would like to share with everyone. Yes, Thank please, you very much. Yeah, Uyghurs. sorry. Thank you very much. Thank you very, very much. We all enjoyed having you here tonight. Thank you for your time. Yeah, all the best for your future with your upcoming projects, and I wish you a good afternoon now. Thank you very much. I Thank you. hope you all have a great rest of the evening. Bye-bye. Thank you. Thank you. I now might hand over the moderation to my dear colleague, Maëlle, who will introduce you Paul-Olivier Dewey. Thank you a lot, Léa. Donc, finalement, dans quelques instants, nous allons plonger dans une thématique qui est centrale et extrêmement importante au XXIe siècle, qui est celle de la protection des données. Et pour faire cette plongée dans ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous M. Paul-Olivier Dewey. M. Paul-Olivier Dewey s'est distingué dans le cadre de son enquête sur la firme d'analyse de données Cambridge Analytica. Il a été aussi intervenant dans le documentaire de Netflix The Great Hack. Et il est aujourd'hui président et fondateur de l'association Personal Data IO, qui est une association œuvrant à rendre les droits à la protection des données effectifs et collectivement utiles. Monsieur Dewey, merci d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors, avant d'entrer dans le cœur aussi de cette discussion, fondamentalement, pourquoi protéger les données ? Les données personnelles, c'est du pouvoir. C'est du pouvoir sur nous. Sur nous, à la fois, chacun d'entre nous individuellement, du pouvoir qui peut être coercitif parfois, qui peut être du pouvoir de manipulation, du pouvoir économique, mais c'est aussi du pouvoir collectif. C'est du pouvoir sur la société, sur un groupe, du pouvoir structurant, donc de définir un peu le futur de la société, comment elle se construit, comment elle se développe au niveau économique, mais aussi, on le voit maintenant, au niveau sanitaire, par exemple.
Donc, vous dites donc une forme de pouvoir, un pouvoir donc j'imagine qui peut être utilisé à la fois pour le bien, mais aussi pour le mal d'une certaine manière. Clairement, ce pouvoir peut être utilisé de différentes manières. Donc, pour reprendre l'exemple de la pandémie, la pandémie, un virus fait très facilement le saut entre l'individu et le collectif. Ça, on l'a tous compris, je crois, maintenant. Mais ces données, le fait de savoir qui est infecté ou pas et comment agir face à ça, ces données sont essentielles pour savoir comment agir face à ça. Donc là, c'est une utilisation qui, a priori, peut être positive. Mais évidemment, il y a des peurs de tous les côtés que l'utilisation qui serait faite de ces données serait négative. Donc il y a quelques instants, je mentionnais la firme d'analyse de données Cambridge Analytica. Dans quel cadre, finalement, est-ce que ici l'utilisation des données qui en avait été faite était peut-être aussi néfaste dans ce cas présent? Dans le cadre de Cambridge Analytica, le scandale était autour de l'utilisation de données dans un contexte électoral. Certains argumenteraient que c'est juste business as usual, qu'il n'y avait rien de malhonnête ou négatif là-dedans. C'était juste la manière normale de faire les choses dans un contexte politique. D'autres verraient ça comme extrêmement négatif parce que c'est l'utilisation des données pour influencer les gens. Influencer, manipuler, les frontières sont très vagues dans un contexte électoral. Bien sûr qu'on cherche à influencer les gens. Donc il faut vraiment déconstruire ce qui rend l'utilisation des données négative. Et pour moi, dans ce contexte-là, il s'agit vraiment du moment où ces données sont utilisées d'une manière qui ne serait vraiment pas anticipée par l'individu qui est cible, en fait. Donc l'individu, dans le cadre de Cambridge Analytica, l'individu n'avait aucune conscience que des données collectées via des amis sur Facebook seraient utilisées pour profiler la personne, de plus pour profiler la personne d'un point de vue psychologique, donc vraiment dans l'intime, dans la sphère intérieure même, et pour après chercher à l'influencer. Et c'est ça qui a été la cause d'un scandale, en fait. D'accord. Donc pour rappeler, pour les membres de notre audience qui ne sont pas forcément au courant, donc c'était dans le cadre d'un processus électoral, dans le cadre de l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, c'est correct? C'est ça. Donc à la fois l'élection présidentielle américaine et le Brexit. Alors on peut aussi se questionner pourquoi les gens se sont seulement offusqués de l'utilisation de ces données aux États-Unis ou en Angleterre, alors qu'en fait cette société opérait depuis des années dans plein de contextes, dans les îles du Caraïbe, dans des pays du Moyen-Orient, dans des pays africains, plus ou moins en pleine impunité. C'était même considéré comme en gros normal que ces techniques soient déployées en même temps que l'armée américaine ou que l'OTAN, par exemple. D'accord. Et donc maintenant qu'on a finalement aussi établi l'importance peut-être de s'intéresser à cette problématique, on parle ici de protection des données. Fondamentalement, si vous êtes aussi assis là avec nous, c'est que tout n'a pas encore été fait ou que tout ce qui a été mis en œuvre ne fonctionne pas bien. Est-ce que vous arrivez peut-être à nous dire ce qu'on essaye de mettre en œuvre actuellement pour essayer d'endiguer ce problème-là? Alors, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. Il y aura des challenges pendant des années sur ces sujets-là, et des problèmes autour de l'utilisation des algorithmes, autour de l'utilisation des algorithmes, de l'algocratie, la décision au niveau sociétal menée par des algorithmes. Donc ces problèmes-là seront là pendant très longtemps. Maintenant, il y a eu des avancées récentes quand même, autour par exemple du RGPD, ou même la loi suisse sur la protection des données qui a été révisée. Donc du point de vue législatif, il y a eu quand même pas mal de progrès récents. Les points d'achoppement sont plutôt maintenant sur l'application de ces lois. Donc on voit que c'est un bazar pas possible entre tous les différents régulateurs européens sur l'application des lois. Et puis aussi sur ce qu'on fait autour de ces lois. C'est-à-dire que les acteurs économiques se sont très vite adaptés, ont développé des business models qui sont réactifs à ces nouvelles lois. Mais la société civile peine un petit peu à comprendre comment ces nouvelles lois peuvent être utiles pour influer sur la direction de la société numérique, en fait. Donc ici, on s'est intéressé pas mal donc, aux régulateurs dans votre dernière réponse. Fondamentalement, ces données, elles sont traitées par qui, concrètement, aujourd'hui? Par une multitude d'acteurs, par un écosystème. Donc quand vous rentrez... je sais pas, donc il y a des étudiants qui nous regardent d'ici quelques années, voire même quelques mois, ils vont chercher un boulot, donc ils vont soumettre des dossiers auprès de plein de sociétés. Leurs dossiers vont voyager dans une multitude d'intervenants qui vont chercher à les profiler, à estimer leur qualité en tant qu'étudiants, en tant qu'employés potentiels, à leur mettre des scores qui vont affecter au final si un individu, un humain, regarde leur CV ou pas.
Donc ça, c'est un exemple. Les gens n'ont pas conscience qu'ils sont en train d'interagir avec une société, mais derrière, il y a tout un écosystème d'intervenants qui peut les regarder aussi. Cet écosystème d'intervenants, et on mentionne aussi souvent les GAFAM, qui ont l'air d'être un petit peu les pièces maîtresses aussi de cet écosystème en question. Quelle a été la réponse finalement de ces acteurs-là aux mesures qui ont été mises en œuvre jusqu'à aujourd'hui en matière de protection des données? Ils sont malins. Ils se mettent en quelque sorte comme une plaque tournante, une place de marché pour une multitude d'autres acteurs. Donc ils se mettent au milieu en se déchargeant de la responsabilité légale sur les autres acteurs. Donc là, maintenant, il y a des étudiants qui sont en train de nous regarder via une page Facebook, si j'ai bien compris. L'Université de Genève n'a aucune conscience qu'en ouvrant cette page Facebook, ils ont pris énormément de responsabilités légales sur l'utilisation des données qui sera faite plus tard par Facebook. Donc c'est un paradoxe total, mais c'est la réalité des choses pour l'instant. Un paradoxe, et on avait une discussion lorsqu'on s'est préparé. Vous êtes intervenu dans ce documentaire donc, de Netflix, The Great Hack, qui justement avait d'une certaine manière pour objectif aussi de mettre en lumière l'utilisation qui est faite des données et comment aussi ça peut être négatif. Récemment, Netflix a sorti un autre documentaire, de Social Dilemma, qui s'intéresse précisément justement à ces questions-là, d'utilisation des données, les plateformes numériques. Mais ce qui est étonnant, c'est que Netflix est en elle-même aussi une de ces plateformes-là. Comment expliquer finalement qu'elle ait intérêt, visiblement ici, à attirer l'attention sur cette question? Un premier documentaire avec du succès en appelle un deuxième, on peut se dire ça. Donc, The Great Hack a eu énormément de succès. C'est le propre de Netflix de voir ce qui marche et d'encourager la suite, en quelque sorte. C'est des intérêts purement commerciaux. Et puis, il s'agit de 2 documentaires parmi une multitude d'autres contenus qui sont proposés. Je ne pense pas qu'il y ait de la censure au point qui refuse de promouvoir certains documentaires. Et on voit aussi de manière générale dans l'écosystème, que ce soit par exemple Microsoft, Apple, etc., qui développent aussi des départements de leur entreprise spécialisés aussi dans l'interaction avec les organisations internationales ou spécialisés dans l'interaction avec les régulateurs. Finalement, est-ce qu'il n'y a pas une forme de double jeu peut-être aussi à ce niveau-là? Je ne sais pas si c'est un double jeu. C'est jouer sur tous les tableaux. Et c'est vrai que des grosses entreprises sont confrontées de plus en plus à des vrais problèmes qui sont d'habitude traités par la Genève internationale. Donc, quand Brad Smith vient à Genève pour dire qu'il faudrait une déclaration de Genève 2.0, enfin une déclaration de Genève du numérique, parce que les ingénieurs de Microsoft sont les médecins du XXIe siècle, la Croix-Rouge du XXIe siècle, alors c'est un peu fort de café, disons, d'un point de vue genevois, mais en même temps, il y a du vrai là-dedans. C'est vrai que des attaques, par exemple des cyberattaques, commencent à devenir des aspects essentiels de la guerre, du processus de la guerre en elle-même. Et c'est vrai que ces ingénieurs qui travaillent dans des grandes entreprises ont une expertise hautement pointue, qui n'est pas disponible partout et qu'ils ont un rôle à jouer dans ces manigances internationales, disons. Maintenant, leur donner le statut d'une organisation internationale, l'équivalent de la Croix-Rouge, c'est évidemment aller très loin, mais ils sont peut-être parfois les premiers qui ont conscience de certains types d'attaques, de certains types de manipulations, et du coup, il faut les écouter aussi sur ces sujets-là. Donc vous avez mentionné les manipulations. On a une question qui nous provient directement de notre audience, et merci pour la question. Finalement, il se pose la question de savoir si une entreprise pourrait aussi influencer des élections ou des votations en Suisse. Alors, merci pour la question. Et il y en a qui cherchent clairement à le faire. Il y en a qui même surfent sur la vague Cambridge Analytica pour faire leur propre beurre, en quelque sorte, pour faire leur propre publicité, qui font explicitement appel aux références aux techniques de Cambridge Analytica en disant voilà ce qu'on pourrait faire sur le marché suisse. En même temps, c'est pas très compliqué. Ce qu'il s'agit de faire, c'est simplement d'amplifier les dissensions, d'amplifier les tensions et de mesurer tout ça et de chercher à optimiser sur ces tensions. En Suisse, où est-ce qu'il y a des tensions? La frontière linguistique, les inégalités de revenus, qui sont parfois assez énormes en Suisse, même souvent. Et avec la pandémie, ces clivages sont en train d'exploser. Donc, ce
ce genre de tendance va juste se généraliser, selon moi, et va être amplifié. Et ça va durer tant que les plateformes ont un intérêt économique qui est aligné avec ce qu'ils appellent l'engagement, donc c'est cette dissension, enfin amplifier les différences qui encouragent le contenu à circuler de manière plus rapide. Donc le sujet de social dilemma. Et donc pour maintenant qu'on s'est intéressé aussi à cette question-là, vous finalement, votre réponse à cette problématique, quelle est-elle ? Ça vient d'une observation. Ça vient que depuis ce moment où chacun d'entre nous a cliqué le bouton « Je suis d'accord » pour des conditions d'utilisation avec, en gros, les 5 plus grosses sociétés au monde, on a renoncé à tout un écosystème de contre-pouvoirs vis-à-vis des pouvoirs qu'on avait identifiés au cours du dernier siècle, disons. Donc on se retrouve chacun avec des contrats individuels avec les 5 plus grosses sociétés au monde. Et donc, selon moi, ce qui manque là, c'est la société civile, qui soit de notre côté, disons, si ce contrat est trop inégal, pour chercher à rétablir la donne. Donc c'est arriver à réinjecter la société civile dans un processus qui est extrêmement opaque parce qu'il est purement médié par de la technologie et purement personnalisé. Donc votre expérience de Facebook est complètement différente de la mienne. Si vos posts ne circulent pas, si de facto vous n'avez pas voix au chapitre et moi je l'ai parce qu'on a une différence de peau ou parce qu'on a une différence l'une ou l'autre, d'abord, on n'en a même pas conscience. Et ensuite, même une fois qu'on s'en rend compte, on n'a aucun moyen pour le corriger, aucun moyen effectif pour le corriger. Donc, ce que je pense qu'il faudrait arriver à faire, c'est arriver à avoir des mécanismes qui ont été peut-être développés dans les années 70 pour faire des audits pour voir les différences justement entre ma situation et la vôtre, pour pouvoir arriver à comparer le vécu d'une personne comme moi et d'une personne différente de moi. Et qu'on ait chacun cette capacité pour vraiment arriver à trouver des instances de discrimination, des situations problématiques. D'accord, donc vous utilisez finalement une forme de méthode comparative, oui, en comparant l'expérience des individus entre eux. Ce serait le but, oui. Et donc il faut arriver à... C'est loin d'être évident. La méthode classique, c'est d'envoyer des CV qui sont les mêmes, sauf pour le nom d'un tel et un tel, il y a un nom qui paraîtrait... un Jean-François je ne sais pas quoi, et vis-à-vis d'un autre nom qui paraîtrait moins franco-français, disons, et de comparer le résultat à l'embauche, par exemple, ou à la location d'un appartement. Ça, ce serait un audit comparatif. Le but serait de faire la même chose autour des algorithmes, des plateformes, mais c'est loin d'être évident, et il faut arriver à impliquer une multitude d'acteurs dans cette démarche. Donc des acteurs de la société civile, ça peut être ça doit être à la fois des journalistes, des académiques, et puis aussi des gens qui ont des compétences plus technologiques. D'accord. Et finalement, comment est-ce qu'on met sur pied un écosystème comme celui-ci ? Parce qu'en lisant aussi votre biographie, en faisant mes recherches, j'ai vu que vous étiez aussi spécialiste sur ces enquêtes collaboratives. Concrètement, comment ça se met sur pied et comment aussi la société civile peut-elle participer et contribuer à cet effort-là ? Alors, le plus dur, c'est de mettre ensemble plusieurs acteurs différents dans des coalitions. À partir du moment où on y arrive à construire une coalition, après, il est beaucoup plus facile de le répliquer et d'amener d'autres acteurs dans des situations semblables. Et ces coalitions sont assez larges. Elles impliquent à la fois des journalistes, des académiques, comme je le mentionnais, mais aussi des experts techniques qui, pour l'instant, sont plutôt bénévoles via Personal Data.io, et puis aussi des sujets, en fait, des sujets d'expérience, des gens qui voient l'intérêt sociétal de se positionner comme Kobe ou comme témoin pour explorer où se trouvent leurs données, ce qu'il y en est fait, etc. Donc un peu comme quelqu'un se mettrait comme Kobe pour un vaccin. Donc ce n'est pas parce que la personne est malade, mais parce qu'on peut en apprendre beaucoup d'exposer la personne à un virus ou à un protovirus, enfin un vaccin en fait. On peut en apprendre beaucoup au niveau sociétal de cette expérience-là. C'est faire la même chose, mais autour des données personnelles. Donc avoir des témoins qui après vont permettre de partager ce savoir le plus largement possible. Maintenant aussi, ce genre d'approche finalement est peut-être aussi extrêmement demandeuse de données et donc de participants aussi pour pouvoir peut-être mettre en exergue certaines formes d'irrégularité ou de discrimination. Est-ce que ce n'est pas fondamentalement peut-être même un peu
d'une certaine manière illusoire ou peut-être un petit peu trop optimiste de vouloir procéder de cette manière-là? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas des méthodes un peu plus directes qui nous permettraient de régler le problème? Alors, Madame Torasenta a cité Eleanor Roosevelt sur la beauté des rêves. Je crois qu'il ne faut pas se sentir limité là. C'est du numérique. On peut faire beaucoup de choses très vite. Si vous regardez la croissance de ces géants, elle est hyper rapide. Il s'agit ici de mobiliser seulement quelques milliers de personnes autour de telles démarches. Je pense que c'est tout à fait possible. Ce qui va faire le succès de telles démarches, ce n'est pas le nombre de personnes qui y participent, mais c'est la diversité des profils qui contribuent. Donc c'est à la fois une petite population de témoins, mais c'est aussi quelques expertises supplémentaires qui sont mises ensemble. Et en fait, le problème principal est de surmonter le frein que vous venez de souligner, c'est-à-dire d'intéresser de plus en plus d'acteurs qui sont déjà établis sur l'intérêt de la démarche. C'est là qu'il y a vraiment un obstacle. C'est de convaincre un régulateur que cette démarche-là vaut la peine d'être suivie, convaincre un journaliste que cette démarche-là vaut la peine d'être suivie. Après, les résultats, selon moi, viennent assez bien. D'accord. Et ensuite, donc, ça c'est pour finalement, c'est l'outil que vous proposez pour finalement mettre en lumière finalement aussi les possibles irrégularités. Maintenant, qu'est-ce que peut faire une institution, que peuvent faire les particuliers, les milieux économiques aussi, à leur niveau pour régler le problème, ou du moins contribuer dans leur sens? Je prends l'exemple d'une question qui a été posée, qui est celle de savoir, voilà, l'Université de Genève a une page Facebook que vous avez mentionnée tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que peut faire l'Université de Genève, par exemple, pour mettre finalement sa pierre à l'édifice? Je pense que je vais commencer du bas, disons, de l'individu. Je pense que réseauter, déjà entre personnes, au niveau physique, je ne parle pas de virtuel, je parle de réseauter en présentiel, c'est le point de départ. Donc avoir des différentes personnes qui sont intéressées par le sujet. Ça peut être différents étudiants, par exemple de l'Université de Genève, qui proposent à l'université d'autres outils qu'un Facebook, qu'un Zoom, qu'un ceci, cela. Et ces étudiants réseauteront beaucoup plus facilement avec des étudiants de l'EPIA, par exemple, qui est une institution qui est aussi basée à Genève, une institution tertiaire, pour souligner qu'ils ont exactement les mêmes problèmes. Donc, comment est-ce qu'on va être présent sur les réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on va faire de l'enseignement à distance? Comment est-ce qu'on va faire? Et ils vont arriver à réseauter au niveau estudiantin beaucoup plus rapidement qu'au niveau institutionnel. Et s'ils arrivent à amener des solutions, s'ils arrivent à dire, ben voilà, on pourrait installer tel software de notre côté, on pourrait le faire, on pourrait en être souverain en quelque sorte, il suffit d'un peu de volonté de l'institution pour le faire, ben les choses peuvent se débloquer assez vite. Si la solution est déjà en fait offerte venant de la participation étudiante, voire même professorale. Merci beaucoup en tout cas pour ces quelques mots. Merci à vous. Peut-être un dernier message avant de nous quitter. Ben, j'aimerais bien terminer sur cette citation-là, c'est sur la beauté des rêves. Je pense que vraiment dans ces sujets-là, c'est vraiment pas compliqué d'imaginer un renversement de tendance très rapide, à la différence des autres sujets sur lesquels vous allez avoir des intervenants, vous avez eu une intervenante. Il s'agit juste de numérique, il s'agit juste de mettre les bons acteurs ensemble au bon endroit et d'imaginer qu'un autre futur est possible. Ces problèmes-là sont autrement moins compliqués, selon moi, que les autres problèmes qui vont être mentionnés ici. Monsieur Dehaye, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour vos questions et je cède la parole immédiatement à Alexia pour notre prochaine intervention. Merci beaucoup. Bonsoir et merci Monsieur Boumedienne d'avoir pu nous rejoindre aujourd'hui et nous sommes ravis de pouvoir vous écouter. Donc, ce soir, nous sommes avec Lakhdar Boumedienne, un ancien fonctionnaire du Croissant Rouge en Bosnie, qui a été incarcéré à Guantanamo en 2001. Grâce à son combat légal pendant son emprisonnement, la Cour suprême des États-Unis a reconnu donc, le droit à l'habeas corpus des détenus étrangers, donc d'origine étrangère. C'est comme ceci du coup que Lakhdar Boumedienne a pu faire constater son innocence et donc sur l'illégalité de sa détention et ainsi obtenir sa libération. Lakhdar Boumedienne se bat aujourd'hui contre l'emprisonnement politique, les mauvais traitements et la torture subie par les détenus à Guantanamo et donc dans toutes les autres prisons du monde. Donc bonsoir Monsieur Boumedienne. Bonsoir.
Donc, après cette très courte introduction du coup à votre histoire et ce que vous avez vécu, est-ce que vous pourriez, dans un premier temps, nous élucider, nous raconter du coup les événements enfin la chaîne d'événements qui a mené du coup qui vous a mené dans cette situation? Ben, premièrement, moi, j'ai travaillé avec une association légale, le Croissant Rouge de l'Émirat. Et un jour, la conclusion, le matin, j'étais avec un costume, cravate. Et le soir, j'étais avec un survêtement et claquettes dans la prison. C'est-à-dire, le premier jour, quand j'ai entendu l'accusation, vraiment, j'étais choqué et j'ai cru que c'était une caméra cachée. Parce que l'accusation, c'était vraiment, c'est drôle. L'accusation, c'est vous avez pensé, réfléchi et faire quelque chose pour un attentat à l'ambassade. Mais après, le soir, j'ai passé la première nuit en prison. Mais du coup, ça, c'était quand vous étiez encore en Bosnie ou déjà quand vous aviez été envoyé à Guantanamo, du coup? Non, moi je parle en Bosnie. Moi, le matin, j'étais au travail, j'ai vu des hommes civils. Ils me demandaient, vous êtes Boumedienne? Oui, j'ai dit oui, monsieur, je suis Boumedienne. Vous avez carte d'identité? Je lui ai dit, vous êtes qui d'abord? Il m'a présenté la carte comme quoi de la police bosniaque. Ce n'est pas des Américains, c'est la police bosniaque. Et il m'a dit, est-ce qu'on peut fouiller votre bureau? Allez-y. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Ils ont pris l'ordinateur du travail, des disquettes, les anciennes disquettes noires, avec des papiers. Après, ils ont passé à la maison, ils ont fouillé la maison. Et après, il me dit, pour une demi-heure, on parlera et après, vous rentrez chez vous. Après, j'ai passé la première... quand j'étais à la police, je me rappelle, le chef de la police, il m'a dit, est-ce que vous savez pourquoi vous êtes ici? Je lui ai dit, bah, j'attends la réponse. Et il m'a dit l'accusation, j'étais un peu comme un fou, j'ai rigolé. Je lui ai dit, c'est une caméra cachée, moi, je n'ai pas le temps, j'ai du travail, j'ai des enfants, j'ai une femme, je veux rentrer. Il m'a dit non, monsieur, ce n'est pas caméra cachée, c'est la réalité, c'est une accusation. Mais est-ce qu'ils vous ont présenté des preuves ou, puisque de ce que j'ai compris? Non, rien. J'ai passé la nuit dans son bureau. Il m'a dit le matin, j'ai vu la police, des chiens. Après, directement, il me trace directement à la Cour suprême, même pas à la maison d'arrêt. C'est-à-dire, j'ai passé la première nuit dans la police, sur une fauteuil. Le deuxième jour, le matin, avec une voiture, avec la police, cagoulée, menottée. Après, dans la Cour suprême, même pas, il n'y a pas de questions. Directement à la Cour suprême, devant un juge. Et déjà, je crois que c'est un samedi ou dimanche, c'est un jour férié. Ils m'ont ramené un traducteur parce que j'ai refusé de parler en bosniaque, parce que ma langue en bosniaque, ce n'est pas vraiment parfait. Et j'avais peur que je dis oui ou non pour des trucs que je ne connais pas. J'ai demandé un traducteur et il m'a ramené d'une autre ville, un traducteur agréé par l'État. Et jusqu'à je crois que vers 16h ou 17h l'après-midi, ils m'ont embarqué vers la prison. J'ai resté 3 mois. Après 3 mois, tout le monde savent, la Cour suprême du Bosnie, il me dit, vous êtes innocent, vous pouvez rentrer chez vous. Et quand j'ai signé les papiers, j'ai ramassé mes trucs. À l'extérieur de la prison, c'est une maison d'arrêt. À l'extérieur, j'ai trouvé des chiens, de la police, des cagoulés, même des Américains, mais j'ai entendu l'accent bosniaque, ce n'est pas vraiment des Bosniaques. Après, je sais que c'est des Américains.
Donc, Il vous... me kidnappé. Oui. Après, j'ai ouvert mes yeux à Guantanamo. Je ne sais pas combien de jours. Donc, vous avez été innocenté dans un premier temps par la Cour suprême bosniaque et Exactement. en sortant, du coup, de votre procès, vous vous êtes retrouvé... Pardon ? Après 3 mois, j'ai resté à la maison d'arrêt en Bosnie. Oui. Mais une fois innocenté, du coup, il y avait toute une... Kidnappe. En parenthèse, il me kidnappait. Voilà, et vous vous êtes retrouvé à Guantanamo, du coup. Exactement. Et une fois que vous êtes arrivé là-bas, donc dans un environnement qui vous était complètement inconnu, dans une situation dans laquelle vous ne compreniez rien quelque part, comment est-ce que ça s'est déroulé, du coup, votre arrivée là-bas ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Quels événements se sont produits ? Au début, moi, l'image que j'ai avant, c'est pas maintenant, hein, tout a changé. Avant, j'ai une image comme quoi les États-Unis, ils ont vraiment la démocratie, ils veulent donner la démocratie au monde. C'est-à-dire, moi, j'ai cru que c'est-à-dire, je suis innocent, 1000%. Et j'ai dit, je parle avec la police ou l'armée ou je ne sais pas qui, CIA, FBI. Et après, dans une semaine, après, il me trouve que je suis innocent. Je rentre chez moi et j'ai parlé. Après, le problème, le problème, l'accusation, ce que j'ai entendu en Bosnie, j'ai resté 7 ans et demi. Écoutez bien, 7 ans et demi à Guantanamo, jamais il me pose cette question pour l'attentat à l'ambassade américaine en Bosnie. Jamais ils ont posé cette question. Que des questions pour les associations humanitaires ou des personnes. Et moi, je raconte ce que je sais à propos de l'association que je travaillais, à propos des gens qui travaillent avec moi. Après, les autres, je ne connais pas, je ne peux pas parler à quelqu'un ce que je ne connais pas, ou une association ce que je ne connais pas. Je parlais à propos de le Croissant Rouge. Mais le problème, 7 ans et demi, jamais il me pose des questions pour l'attentat. Que des questions depuis ma naissance jusqu'à le jour de la détention. J'ai raconté tout. Après 1 an, j'ai trouvé qu'ils jouent, je ne sais pas. Après, j'ai arrêté de parler. Ils ont commencé de me torturer en 2003. Et du coup, quand vous êtes arrivé là-bas, quel a été votre traitement, surtout étant donné qu'il ne faisait pas du tout le lien entre les accusations que vous aviez reçues en Bosnie et la raison pour laquelle vous étiez à Guantanamo? Le problème, je n'ai pas entendu une accusation là-bas. C'est quand j'ai mis mes pieds à Guantanamo, déjà j'étais un peu choqué parce que je me trouvais avec des gens que je ne connais pas, avec des gens blessés. Il y a une personne sans main, l'autre personne sans pied, l'autre personne sans les yeux. C'est vraiment, j'étais choqué dans un camp qui s'appelle X-Ray. Et j'étais à Delta, il y a dizaines, alentour, tous les personnes que j'ai vues des blessés avec une tenue orange. J'étais vraiment choqué. C'est pas grave, j'ai entendu quelques jours. Après, il m'a appelé pourquoi je suis ici. Non, monsieur, on ne sait pas. On a des questions, on pose des questions. OK. Mais parmi ces questions, c'est-à-dire c'est en Algérie, en Bosnie, moi je travaille en Albanie, je travaille en Pakistan. J'ai parlé toute ma vie, depuis la naissance jusqu'à 2001 ou la fin de 2001, c'était en octobre, le jour de détention. Mais jamais j'ai entendu
C'est-à-dire un plan pour l'ambassade. Est-ce que vous avez rentré à l'ambassade américaine en Bosnie? Est-ce que vous avez des amis qui travaillent là-bas? Est-ce que vous avez passé devant la... Jamais j'ai entendu ces questions à propos de l'ambassade. Jusqu'à 2008, avant le jugement, ils ont dit une autre accusation, mais c'est jeté. Toutes les accusations, c'est jeté dans la poubelle en 2008. Et comment est-ce que justement vous avez réussi à aboutir du coup à l'effacement quelque part du coup de ces accusations et la reconnaissance du coup par la Cour suprême de votre innocence? C'est à partir jusqu'à 2004, j'étais en prison dans une cellule. Il y a de la torture physiquement, psychiquement. Jusqu'à 2004, j'ai vu la première fois, j'ai vu mes avocats. Je parlais avec les avocats qui vont m'envoyer, etc. Après, il m'a proposé le nom de la procédure. Il m'a dit c'est Boumedienne contre Bush. J'avais peur. Je lui ai dit pourquoi Boumedienne? Vous avez beaucoup de personnes. Pourquoi vous me choisissez? Il m'a dit non, c'est une petite histoire. C'est Boumedienne, c'est un communiste, un président algérien. Et Bush, c'est un président américain. Et à la fin, on va voir qui va gagner. C'est-à-dire, on a commencé comme ça. J'ai accepté en 2006, on a commencé je crois que la Cour fédérale, on n'a pas réussi. Après, on a monté jusqu'à la Cour suprême en 2008. Le problème, moi, j'ai vu des trucs, j'ai vu des choses. Je ne sais pas comment j'ai résisté. Quand je réfléchis maintenant, je me rappelle comment j'ai résisté. Il y a des gens qui se suicident, je ne sais pas la vérité. J'ai entendu que les soldats, ils ont tué des détenus. J'ai entendu qu'ils ont suicidé. Je ne sais pas. L'essentiel, il y a des gens qui sont morts là-bas. La deuxième des choses, il n'y a pas de nouvelles, ni téléphone, ni journal, ni radio, ni rien. Un soldat, une porte en métal. Bon, quand j'étais à la première fois, on était en X-ray. C'est le désert. Il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a même l'animal iguana. Après, il me transfère vers un autre camp. C'est du métal. Le sol en métal. Le toit en métal. La fenêtre, c'est un grillage en métal. La porte en métal. 1 mètre sur, je crois que 70 cm ou quelque chose comme ça. 2 mètres sur 70 cm. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas marcher. Mais toujours, pourquoi j'ai résisté? Toujours, je mets dans ma tête une femme et 2 filles. Et après, c'est mon destin. Au début et à la fin, c'est mon destin. Je ne peux pas faire autre chose. C'est mon destin. Comment est-ce que vous vous sentez maintenant en repensant à toute cette période de votre vie? Et est-ce que vous vous sentez libre peut-être ou pas du tout? Est-ce que vous sentez qu'il y a encore une partie de cette... Enfin, ce serait audacieux de dire expérience, mais est-ce que malgré la douleur extrême qui a dû en ressortir et même le traumatisme, est-ce que vous en avez tiré quelque chose de positif ou non? La vérité, moi, je suis avec ma famille, je suis libre, je suis en France, personne ne me dérange. Depuis le premier jour, quand j'ai parlé avec les autorités françaises, ils me disent vous êtes libre du nord au sud, du l'est à l'ouest. J'ai une carte de séjour de 10 ans et prochainement, peut-être la nationalité, je ne sais pas jusqu'à maintenant. Mais ça fait mal quelque chose, c'est un secret. Je trouve que le secret, après, toujours je suis malade, je suis psychiquement malade parce que jusqu'à aujourd'hui, on est le
24 novembre 2020, je ne savais pas pourquoi j'étais à Guantanamo. Je n'ai pas eu une réponse. Le jour que je trouve la réponse, peut-être ça va changer même maintenant, toujours quand je réfléchis, s'il y a une raison, on accepte. Mais le problème jusqu'à aujourd'hui, je suis libre, je suis avec ma famille, j'ai travaillé. Après, avec un excellent travail, je reste à la maison. Ça fait presque 1 an et demi, je ne travaille pas. Ce n'est pas grave. C'est la vie comme ça. Ce n'est pas comme moi. C'est pour tout le monde. Mais ça fait mal pour moi. Pourquoi la question? Pourquoi j'étais à Guantanamo pendant 7 ans et demi? Et n'oubliez pas, parmi 7 ans et demi, il y a 2 ans et demi, j'étais en grève de faim sur une chaise de torture. Tapez sur Google la chaise de torture à Guantanamo. Désolé parce que je me rappelle cette période, automatiquement, Non, mais absolument, je comprends. Mais malheureusement, malgré le fait que c'est extrêmement intéressant tout ce que vous êtes en train de raconter et que je pense qu'on aimerait tous passer plus de temps à écouter et à vous écouter en fait sur ce sujet, sur ce que vous avez vécu, et ben on n'a plus beaucoup de temps. Et donc, je vais vous demander si vous avez une dernière chose à dire, quelque chose qui vous est important à vous, pour conclure du coup pour cette intervention. Moi, j'ai 2 rêves, pas 3, pas 4, 2 rêves. Le premier rêve, un jour, je trouve la réalité, la réponse, pourquoi j'étais à Guantanamo. C'est le premier rêve. Le deuxième rêve, mon rêve, c'est quand je vois Guantanamo est fermé, quand je vois ce trou noir fermé. Et j'espère que M. Joe Biden, il ferme cette prison. C'est mon rêve. Ok. Merci beaucoup, Lagdar, encore pour ce témoignage très touchant. Et j'espère que ça vous a été bénéfique et on vous remercie encore une fois pour le temps que vous nous avez accordé. On passe maintenant du coup à la dernière intervention de cette soirée. Et je laisse donc la parole au prochain modérateur Gaëtan Gamba et son intervenante Rokhaya Diallo. Mesdames et messieurs, alors nous avons eu la chance d'entendre ce témoignage poignant de M. Lagdar Boumedienne, que je salue. Et j'ai la joie maintenant de passer à l'intervention de Mme Rokhaya Diallo, figure prépondérante de l'antiracisme en France notamment, afroféministe à l'intersection des luttes pour, contre les discriminations de genre notamment, racistes, mais aussi de classe et multiples autres intersectionnalités que nous pouvons trouver. Alors bonsoir Rokhaya Diallo. Bonsoir. Merci d'être ici, merci d'être à Genève. Vous dénoncez souvent ce que vous nommez le racisme d'État. Pouvez-vous nous définir un peu ce que vous entendez par racisme d'État ? Alors, pour commencer, je pense qu'il faut vraiment comprendre le racisme comme étant un phénomène qui n'est pas moral ni individuel, mais véritablement un phénomène systémique qui est issu d'une histoire. Cette histoire a créé des catégories afin de justifier l'exploitation d'une certaine partie de l'humanité au profit de l'autre. Donc d'abord par l'esclavage, enfin d'abord le génocide des populations natives américaines, puis l'esclavage, puis les différentes colonisations. On a créé des hiérarchies qui ont alimenté une forme de racisme dont nous sommes aujourd'hui les héritiers. C'est pour ça que le racisme est systémique et ne dépend pas de la volonté individuelle en fait, de discriminer, mais simplement de croyances qui sont partagées et qui ont été propagées par cette histoire et qui sont maintenues par les différentes expressions médiatiques ou de création. Et dans ce racisme systémique, il y a un racisme qui est propagé par les institutions ou l'État, selon la manière dont on veut l'exprimer, et qui n'est pas... Quand on parle de racisme d'État, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a des dispositions qui sont formellement, explicitement racistes. Si je parle du cas de la France, mais j'imagine que c'est la même chose pour la Suisse. Il n'y a pas de loi qui, de manière officielle, pousse à la discrimination, comme c'était le cas à l'époque de la ségrégation, les lois Jim Crow aux États-Unis ou l'apartheid en Afrique du Sud. Simplement, l'État peut produire des discriminations. Si je prends par exemple la France...
C'est un pays qui a été condamné à de multiples reprises par la Cour européenne des droits humains pour des contrôles aux faciès ou pour des violences policières racistes qui ont parfois abouti au décès de certaines personnes. Et pourtant, la France n'a rien fait pour d'une certaine manière, changer ces pratiques policières qui ont été dénoncées aussi bien par les Nations Unies que par la Cour de cassation française ou encore que par des organisations internationales comme Amnesty International. Et donc, quand je parle de racisme d'État, c'est un racisme qui est produit par les institutions et dans le cas de la France, c'est une institution qui, malgré des condamnations, en fait, ne met pas en œuvre des dispositions pour mettre fin à des pratiques racistes qui sont avérées et documentées. Tout à fait. Alors, bien sûr, c'est une pratique plus sournoise, comme on pourrait la nommer. On connaît, tout comme vous venez de le citer, aussi des violences envers des personnes racisées en Suisse, notamment par la police. Donc, la problématique semble être plus ou moins la même, tout à fait. Je voudrais maintenant qu'on aborde justement la vision du racisme que nos participants peuvent avoir. Donc, à quelque part, je vous invite à taper un mot dans l'outil Mentimeter qui vous est à disposition et je pourrais ainsi interagir avec vous et avec Rokhaya Diallo ici présente pour voir quels seront les résultats. Un premier mot qui a été affiché ici en lien avec le racisme est la peur. Pourquoi et comment est-ce qu'actuellement, dans nos États, le racisme est encore synonyme de peur ? Je pense qu'on attribue beaucoup le racisme à une crainte, c'est-à-dire que la peur, ça peut être un moteur pour justifier le racisme, et ça peut être aussi la peur, enfin, historiquement, c'était la peur d'un renversement de pouvoir. Par exemple, on a créé des catégories, je pense notamment à l'époque de l'esclavage, pour garantir la subordination d'une population et alimenter la peur chez les populations qui sont devenues dominantes pour justement justifier des traitements extrêmement brutaux, violents, aussi bien brutaux physiquement que psychologiquement. Aujourd'hui, la peur peut être le terreau du racisme dans le sens où on est dans une forme d'insécurité économique et matérielle, et c'est dans ce type de contexte que les discours racistes peuvent se propager. On peut le voir aussi bien aux États-Unis qu'au Brésil, qu'en France ou qu'en Inde, en Europe de manière générale, en Hongrie, dans beaucoup de pays, en Italie. Et là, effectivement, la peur peut être un vecteur qui rend les populations perméables au racisme. Mais encore une fois, il ne faut pas penser que le racisme est une création de la peur. Moi, je tiens vraiment à rappeler que le racisme est une création intellectuelle. Ça a été pensé par des intellectuels qui ont hiérarchisé de manière pseudo-scientifique des catégories raciales. Et c'est vraiment de ça dont on a hérité aujourd'hui. Et après, les contextes de peur permettent la propagation de ces idées, mais ces idées ont été pensées de manière extrêmement posée et pas dans un irrationnel de peur. Tout à fait. Et dans ce schéma de peur, qu'est-ce que l'État peut faire en soit pour empêcher cette peur-là de se créer, de se construire et d'agir auprès de la population? Qu'est-ce que l'État peut mettre en œuvre en soit? Déjà, la première des choses, c'est de respecter les dispositions, par exemple, antiracistes qui peuvent exister dans la législation en fait, nationale ou européenne ou internationale, parce que ce dont on se rend compte, par exemple, c'est qu'il y a plein de systèmes de sanctions qui existent pour les questions de discrimination, mais qu'en réalité, les sanctions sont rarement mises en œuvre à l'issue de procès qui ont aussi rarement lieu. Donc ça veut dire qu'en réalité, les peines qui sont inscrites dans le droit ne sont pas dissuasives, parce qu'elles ont très peu de chances d'aboutir. Donc le fait de vivre dans une société où certaines personnes peuvent comprendre que des actes racistes peuvent produire des conséquences qui peuvent leur être très dommageables, c'est aussi un moyen de dissuader. Ensuite, je crois que le rôle des États, c'est surtout de ne pas alimenter ces failles et ces peurs pour des raisons électoralistes. Or, dans des climats d'insécurité économique, mais on n'a pas parlé aussi du fait qu'il y a une insécurité tout simplement, en tout cas une peur par rapport aux questions de terrorisme. Pour répondre à ce type de climat, je pense que la solution, c'est vraiment de faire front ensemble et d'unir en fait les différentes composantes de la nation en disant que la clé de la lutte contre le terrorisme, c'est vraiment le fait que tout le monde se lève et avance contre le terrorisme et non pas de laisser entendre une suspicion qui viserait une partie de la population et qui retournerait le reste de la population contre une minorité parce qu'elle partage une religion avec les personnes qui s'en réclament et qui commettent des actes de terrorisme. Donc je pense que vraiment, le rôle, c'est vraiment d'avoir un discours fort, un discours d'unité nationale et de ne pas céder en fait à la panique en mettant en œuvre des dispositifs qui créent de la suspicion et qui créent de la division. Et au-delà de cette forme de judiciarisation en soi, est-ce que l'éducation n'a pas un rôle à jouer là-dedans? J'avais notamment vu que
par votre association, Les Indivisibles, que vous pourrez notamment nous présenter ce soir, que vous aviez tenté une forme de coopération avec l'éducation nationale en France. Où est-ce que ça en est, cette avancée-là? Est-ce que c'est un champ encore adéquat? Tout à fait. Alors, Les Indivisibles, c'est une organisation qui utilisait notamment l'humour pour déconstruire les préjugés ethno-raciaux tels qu'ils s'exprimaient dans l'espace public en France, et qui avait aussi créé des vidéos humoristiques pour démontrer en fait que le fait d'être français, européen, c'était pas une identité ethnique ou religieuse, qu'il n'y avait pas un type, un faciès, un patronyme ou des pratiques religieuses qui mécaniquement devaient être associées à une identité nationale européenne. Par ailleurs, on avait créé une cérémonie parodique qui s'appelait les Yabon Awards, où en fait on décernait tous les ans des trophées aux phrases les plus racistes de l'année proférés par des personnalités publiques, donc généralement les lauréats ne venaient pas chercher leur prix, mais c'était une bonne manière de montrer justement le caractère systémique du racisme en additionnant des propos qui avaient été tenus sur un an et en montrant combien ils se faisaient écho. Et en fait, l'éducation, je pense que c'est important. Je suis autrice de 2 livres qui sont destinés aux jeunes. Comment parler du racisme aux enfants et comment parler de la laïcité aux enfants, que j'ai écrit avec Jean Bobéro, qui est le fondateur de la sociologie de la laïcité. Parce que je pense que c'est une éducation qu'il faut prendre en charge dès l'enfance. Et je dois avouer que je pense qu'il y a un vrai rôle de l'éducation nationale, dans les programmes, d'enseigner en fait le racisme comme un fait historique et comme un fait social. En rappelant en fait combien le passé colonial, esclavagiste a forgé des imaginaires qui ont été propagés ensuite dans la culture, et aussi de raconter l'histoire de l'immigration européenne. C'est-à-dire que souvent on ne comprend pas nécessairement quand on est... Bon, c'est pas forcément une problématique quand on est petit, mais je trouve que quand on est petit, quand on est jeune, c'est intéressant de comprendre pourquoi il y a des gens d'origines aussi diverses sur le continent européen, et quelle est cette histoire-là, d'où viennent en fait tous ces gens-là dont les parents, les grands-parents ont immigré de divers continents, et quelles sont leurs contributions, quelles sont leurs mobilisations, quelles sont leurs luttes. Je trouve que c'est très important. Et tout à l'heure, vous parliez du féminisme. Pour ce qui concerne la France, par exemple, il me semble très important de rappeler que le féminisme, notamment dans les années 70, a eu lieu sous l'égide notamment du mouvement Libération des femmes, le MLF, mais qu'il avait aussi lieu dans les Outre-mer, parce que la France a cette caractéristique d'avoir un territoire hexagonal en Europe, mais aussi les territoires qui sont sur d'autres continents, dans les Caraïbes, dans l'océan Indien, dans le Pacifique. Et sur ces territoires-là, il y avait aussi des mouvements féministes qui mobilisaient les femmes pour aller voter, etc., etc. Donc je pense que raconter une histoire inclusive, et c'est valable pour tous les territoires européens, évidemment pour la Suisse, ça permet de concevoir et de percevoir nos pays comme étant des pays ayant des dynamiques migratoires qui sont très anciennes. Tout à fait. Le rôle de l'histoire, toujours. Et à quelque part, quand je regarde ce tableau de présentation, on me parle aussi beaucoup d'injustice, d'ignorance. Encore une fois, le rôle de l'éducation, comme on le disait. Ici, nous sommes actuellement dans une institution universitaire, l'Université de Genève notamment. Quel est le rôle justement de peut-être aussi cette éducation à un niveau de la recherche? Au niveau de la recherche, est-ce que la recherche en sciences sociales peut aider aussi cette problématique à avancer, alors qu'on parle même d'une institution mitée par le racisme? Tout à fait. Vous le définissez. Je pense qu'il est important de rappeler combien les intellectuels ont contribué à l'idéologie raciale. C'est-à-dire qu'il faut rappeler quand même qu'un des artisans de la pensée raciale en Europe, c'est un Français qui s'appelait Joseph Arthur de Gobineau, qui a écrit le traité sur l'inégalité des races. Et c'était un intellectuel qui, d'une certaine manière, a émis un propos qui a servi ensuite de pierre angulaire pour la pensée raciale européenne, et notamment jusqu'au nazisme. En fait, c'est vraiment à partir de ce traité qui dessine différents groupes raciaux que la pensée nazie s'est forgée. Donc je crois qu'il faut rappeler combien les intellectuels peuvent aussi jouer un rôle extrêmement néfaste dans la manière dont se forge l'idéologie raciale. Je pense aussi à Jules Ferry, qui parlait du devoir des civilisations supérieures, des races supérieures à civiliser les races dites inférieures. On lui a opposé, et Jules Ferry, il est considéré comme le père de l'éducation moderne en France, et c'est une personne qui a énormément de noms de rues à sa gloire, etc., etc. Mais c'est aussi une personne qui, à l'Assemblée nationale, prononçait de tels propos. Donc il y avait une contestation, notamment de Georges Clémenceau, mais c'est important de rappeler ce rôle des intellectuels. C'est pour ça qu'il doit y avoir un débat au sein des institutions qui produisent de la pensée, pour montrer aussi qu'il faut produire une pensée alternative qui conteste tout ça. Et les sciences sociales sont importantes en ce sens, et il est important que les sciences sociales s'ouvrent aussi, parce que malheureusement les universités restent des espaces qui sont extrêmement
peu divers, en fait, très peu inclusif, très blanc. Hein, je veux dire, c'est valable pour toutes les universités européennes. Et c'est vrai que les savoirs sont produits avec une perspective assez unique. Donc, confier davantage de responsabilités à des femmes, à des personnes qui sont issues d'horizons ethniques, raciaux, culturels différents, ça permet aussi d'aborder des sujets multiples, parce qu'il y a des personnes qui portent un intérêt pour l'histoire coloniale, pour l'histoire de l'esclavage, qui ne sont pas encore des histoires qui sont suffisamment étudiées. Et je pense que pour apaiser le climat, il faut que ces histoires soient abordées de front pour qu'on puisse les dépasser et passer à autre chose. Donc ça veut dire produire des sciences sociales, mais aussi produire des récits littéraires, des récits cinématographiques. On manque aujourd'hui de films qui nous parlent tout simplement de situations coloniales européennes ou de l'esclavage européen. On a dans notre imaginaire l'esclavage américain avec les champs de coton, mais en France, il n'y avait pas de champs de coton, c'était des champs de canne à sucre. Et ça, personne ne l'a en tête parce que ce sont les Américains qui ont produit leurs récits sur eux-mêmes, mais nous, en Europe, on ne l'a pas encore fait suffisamment. Tout à fait. On a même cette problématique au sein de l'Université de Genève, avec notamment des personnes qui appelaient à changer le nom d'un des bâtiments de l'université, nommé Karl Vogt, justement. Karl Vogt, qui est vu aussi par certains comme un grand financier d'une forme d'esclavagisme. Donc la Suisse, bien sûr, n'a pas eu de colonie, n'a pas eu... On peut croire que la Suisse n'a pas eu de colonie, mais elle était bel et bien active économiquement ou dans d'autres domaines. Donc, à quel point est-ce que vous partagez ces idées de, par exemple, renommer une université au nom d'un tel qui aurait eu des activités totalement racistes par le passé, etc. Oui, c'est important de rappeler que la Suisse n'a pas possédé de colonie, mais qu'elle a une histoire coloniale, comme tous les pays européens. Je pense que la manière dont on pose des statues dans l'espace public, dont on nomme les rues ou les établissements publics, c'est une manière de rendre hommage à nos aïeux, dont on estime en fait qu'ils ont apporté une contribution inestimable. Et je pense que ces personnes qu'on honore doivent représenter quelque chose pour tout le monde. Je peux donner un exemple. Avant que la France ne collabore avec le régime nazi, le maréchal Philippe Pétain était une personne qui était extrêmement honorée en France parce que c'était un héros de guerre de la Première Guerre mondiale qui avait notamment triomphé à Verdun. Donc c'était une personne qui était extrêmement honorée avec des noms de rues, d'établissements, etc. Après la guerre, après le fait que le maréchal Pétain ait été à la tête du gouvernement de Vichy, eh bien, on a débaptisé tous les établissements qui portaient son nom. Enfin, ça a duré quelques décennies, mais ça a fini par arriver. Et aujourd'hui, on comprend bien qu'il est inaudible de dire on peut honorer quand même la partie du maréchal Pétain qui était héros de guerre, alors que l'autre partie était partie prenante d'un génocide. Donc on comprend bien que cette personne-là n'est pas deux personnes, c'est la même personne. Donc je pense que le raisonnement doit être identique pour des personnes qui, d'une part, étaient soit de grandes figures de l'État, de grandes figures de la finance, mais qui, d'autre part, ont participé à ce qui est considéré aujourd'hui par le Parlement européen, par la législation nationale, en tout cas en France, comme un crime contre l'humanité. Le commerce de l'esclavage, c'est un crime contre l'humanité. Donc moi, je pense qu'en plus, on sait que les noms de rues, les statues qui sont dans la rue sont de manière écrasante attribuée à des personnes de genre masculin. Donc je pense qu'on gagnerait tout simplement à réfléchir à quelles femmes pourraient aussi être reconnues comme étant des personnes qui incarnent justement la gloire de la nation. Et je pense, moi je sais que quand on a, par exemple, à l'entrée de l'Assemblée nationale française, le nom de Colbert, qui était un esclavagiste, en tout cas qui était l'artisan du Code noir, ce Code noir qui considérait les esclaves noirs comme des biens meubles, et dont le premier article était violemment antisémite, puisqu'il rejetait tout simplement la possibilité pour les personnes juives d'être présentes sur les sols des colonies. Ça, on l'oublie souvent. Eh bien, ce Colbert, qui a aussi fondé la Compagnie des Indes, donc qui était un outil de commercialisation aussi raciste, eh bien, ça statue trop à l'entrée de l'Assemblée nationale. Et vous imaginez quel message ça envoie en fait à nos élus d'outre-mer, dont les ancêtres ont été réduits au statut de biens meubles du fait de ce texte. Je pense qu'on peut trouver une figure inclusive qui permettrait à tous les députés de rentrer dans l'Assemblée nationale sans se sentir injuriés dans leur chair. Tout à fait, c'est même un beau clin d'œil aux luttes féministes qui avaient défilé le 14 juin dernier, notamment en renommant les rues de Genève avec des figures féminines, notamment. Et justement, sur ce sujet-là, vous cumulez deux casquettes en soi. Vous parlez d'intersectionnalité entre l'afroféminisme. Comment est-ce que vous liez ces deux casquettes en soi ? Alors, l'intersectionnalité, c'est le fait de dire qu'on ne peut pas aborder la question du féminisme sans tenir compte des autres formes d'oppression qui existent. C'est-à-dire qu'il y a des femmes
qui, en plus de souffrir potentiellement des exclusions de genre, se trouvent à l'intersection d'autres questions, c'est-à-dire que des femmes qui peuvent être noires, musulmanes, juives, queer, en situation de handicap ou pauvres, eh bien, elles souffrent à la fois du racisme, du sexisme, du validisme, de l'homophobie, de la transphobie pour les femmes transgenres, etc., etc. Eh bien, pour ces femmes-là, il faut penser de manière spécifique leurs conditions, parce qu'elles peuvent subir, par exemple, le sexisme de la part, si on prend l'exemple d'une femme noire, parce que c'est l'exemple qui m'est le plus proche, elle peut subir le sexisme de la part de tous les hommes, y compris des hommes noirs, mais elle peut subir le racisme de la part de toutes les personnes blanches, y compris des femmes blanches. Donc elle a une condition qui mérite d'être étudiée parce que ça produit des effets spécifiques. Et l'intersectionnalité, c'est vraiment de penser à cela et de se dire qu'il faut avoir en priorité la condition des femmes les plus discriminées, les plus fragiles, pour émanciper l'ensemble des femmes. Et je crois vraiment que si on se contente en fait de lire la condition des femmes en ayant pour seul critère le genre, ça ne bénéficie qu'aux femmes qui sont en situation de pouvoir, donc aux femmes qui sont plutôt bourgeoises, en situation économique et matérielle, plutôt confortable. Alors même que l'émancipation, par exemple, des femmes, notamment de la sphère domestique, s'est fait beaucoup au détriment d'autres femmes qui ont pris en charge ces fonctions en faisant le ménage, en faisant la garde d'enfants, etc., etc. Souvent des femmes à la fois précaires, étrangères, parfois même sans papier. Donc je pense qu'il faut penser cela de manière globale pour effectivement se rendre compte qu'on ne peut pas émanciper une partie des femmes au détriment d'autres femmes qui sont beaucoup plus fragiles. Tout à fait. Une forme d'inclusivité. Tout à fait. Exactement. Et on peut regarder ça d'un point de vue global également, hein, de réfléchir à la manière dont on consomme en tant qu'occidentaux et réfléchir au fait que la fabrication de certains objets que nous consommons, ou de vêtements notamment, puisque c'est vraiment plus l'industrie la plus polluante, eh bien, se fait aussi de l'exploitation d'autres femmes qui sont situées dans d'autres pays. On peut penser à ce qui s'est passé quand l'immeuble Rana Plaza s'est écroulé au Bangladesh en 2015 et une majorité de femmes et de très jeunes personnes sont décédées et les vêtements qui étaient produits dans ces usines étaient pour la consommation des Européens et des femmes européennes. Donc on peut se dire aussi que quand on pense à notre émancipation, il ne faut pas que notre émancipation opprime d'autres femmes qui vivent dans des conditions indécentes. Alors sur un message peut-être d'espoir en lien avec ce que M. Dehaye disait avant, le pouvoir des rêves. Est-ce que nous sommes dans cette thématique du rêve comment pouvons-nous concevoir un monde sans racisme? Est-il possible? Et est-ce qu'il faut en rêver? Je pense que c'est ce dont il faut rêver. Je pense qu'il faut rêver d'un monde où les étiquettes raciales n'auront plus de signification en dehors d'une description physique. Mais pour rêver de ce monde, il faut nommer ces catégories. C'est-à-dire que souvent, les gens ont énormément de difficultés à reconnaître non pas les catégories en tant que catégories biologiques, mais les catégories en tant que catégories produisant des effets négatifs. Et je pense qu'il faut les reconnaître pour analyser en fait ce qui se produit en termes d'injustice et pour dépasser cette catégorisation. Alors évidemment, je pense que l'horizon du dépassement du racisme n'est pas immédiat. On ne peut pas déconstruire des siècles et des siècles d'histoire aussi rapidement. Hein. Ça a commencé en fait dès 1492 avec tout simplement l'invasion des Amériques et non pas leur découverte, puisqu'il y a des gens qui étaient déjà au courant de leur existence, à savoir les personnes qui vivaient sur ce continent. Donc voilà, à partir de là, effectivement, c'est un monde qui s'est construit avec une expansion capitaliste qui s'est conjuguée au racisme. Donc je pense qu'on ne peut pas déconstruire le racisme sans déconstruire aussi le capitalisme, parce que ce qui a créé le racisme, c'est la volonté en fait d'exploitation et d'exploitation d'autres êtres humains, hein, sans rémunération, sans rétribution. Et c'est ce qui a justifié en fait c'est ce qui a provoqué la justification en fait d'une domination à travers une catégorisation raciale. Donc je pense qu'il faut repenser aussi l'économie sur laquelle se fonde notre monde actuel pour justement ne plus avoir de base, de fondement pour diviser l'humanité entre des personnes d'une manière qui sont au-dessus et d'autres qui méritent en fait d'être au service des autres, qui ne méritent que d'être au service des autres. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Madame Diallo, pour cet entretien. C'était un grand plaisir de vous avoir ici à Genève. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève donc cette deuxième édition des Geneva Human Rights Talk. C'était un plaisir d'avoir avec nous Monsieur Lakhdar Boumedienne, Madame Rokhaya Diallo, Madame Yever Ilham et Monsieur Olivier Dehaye.
C'est avec grand plaisir que je vais remercier maintenant toutes les personnes qui ont participé à la création de cet événement, notamment les associations estudiantines, l'AESPRI, l'Association des étudiants en sciences politiques et relations internationales, ASUNI, Amnesty Uni Genève et finalement Forhouse Uni Genève. Je vous invite toutes et tous à regarder le programme de la semaine. Il y a énormément d'événements qui vous attendent. Nous étions ici uniquement pour commencer cette belle semaine des droits humains et je vous souhaite plein de plaisir au sein de cette belle semaine et de découvertes, de débats, de colloques, etc. Au revoir.